C'est un peu pour les taquiner que l'on dédie ce reflet d'un pays à nos petits cousins, les Français qui habitent Québec. Ils sont nombreux, environ 10 000, et beaucoup sont devenus québécois maintenant, bien qu'ils aient conservé évidemment leur accent et leurs habitudes. On les retrouve dans tous les secteurs de l'activité québécoise, en particulier dans la fonction publique, dans l'enseignement et pour notre plus grand bonheur et plaisir, bien entendu, dans la restauration. Comment se sont-ils adaptés à la vie dans la ville de Québec qu'ils ont fondée, ne l'oublions pas, il y a déjà 370 ans? Ben, c'est un peu ce qu'on va tenter de découvrir ensemble aujourd'hui en rencontrant un grand nombre. Et pour commencer, on bavarde un peu avec Gérard Bonneau, le propriétaire de la Bastille où nous nous trouvons dans le moment, qui nous parle du 14 juillet, une fête que tous les Français de par le monde célèbrent tous les ans. Gérard Bonneau, finalement, pourquoi c'est si important pour les Français de fêter le 14 juillet? Ah, c'est la fête nationale de tous les Français. C'est l'abolition de la royauté, le début des républiques et l'avènement de la liberté dans l'histoire de France. C'est notre grande fête, c'est la fête en fait de tous les encyclopédiques, c'est l'avènement de tout un mouvement qui arrive à cette époque. L'avènement de la liberté qui était vraiment symbolisé, en fait, c'est historiquement, là, par la prise de la Bastille, c'est bien évident. Oui, c'est ce qui est très drôle, c'est que la Bastille est le symbole finalement de la liberté. La liberté, c'est l'abolition d'une prison. C'est une image populaire, c'est une image dans le goût des images d'Épinal, c'est une image pour l'ensemble du peuple d'abord et ensuite qui a fait son chemin à travers l'histoire. Vous allez nous raconter des belles petites anecdotes, d'accord? Bien sûr, oui, il faut le confesser. Nous nous sommes intéressés particulièrement à l'histoire de la Bastille, après avoir donné le nom à la Bastille, à l'établissement. Du reste, nous avons fait des recherches, nous avons acquis certains documents, certains que vous avez encore en main, celui que je vous montrais hier, un livre qui était édité sur la Bastille. Autrefois, tout ce qui concernait cette prison était frappé d'un tabou et personne n'avait le droit ni d'en parler, ni d'éditer quoi que ce soit. L'ensemble des livres en France qui concernaient la Bastille étaient envoyés au pilon. Et les seuls documents que nous ayons eus jusqu'à maintenant, qui concernent directement la Bastille, pour la plupart, ont été édités ou à Amsterdam ou en Angleterre. Parce qu'il se passait des choses vraiment très dures à la Bastille. On torturait. C'est un peu pour ça, finalement, qu'on n'a pas permis aux éditeurs de publier quoi que ce soit là-dessus. C'est-à-dire que... des conditions de détention extrêmement dures. Pas exactement. La Bastille était en fait, pour le pouvoir royal, une partie de son absolu. Quant aux conditions qui prévalaient à la Bastille, à une certaine époque, elles ont peut-être été dures, puisque la construction de la Bastille remonte au règne du roi Charles V, et on est en 1356, donc en plein Moyen-Âge. Et puis, à travers le temps, la Bastille va devenir une citadelle, une prison qui va être une fois prise par les Bourguignons. Nous sommes en 1400. Ensuite, prise par les Anglais. Ensuite, elle va appartenir à l'histoire de la Fronde, avec la Grande Mademoiselle, et le duc d'Orléans fera ouvrir les portes de la rue Saint-Antoine pour sauver les troupes des princes et écraser les troupes royalistes. Et enfin, la dernière fois où la Bastille ne se rendra pas de bonne foi, ça sera pour le 14 juillet, où vraiment, à cette époque, elle était devenue un danger pour personne. Puisqu'au moment où la Bastille a été prise, à l'intérieur, le gouverneur, qui avait été nommé par Louis XVI, le marquis Jordan de Launay, était avec une petite garnison qui était constituée de gardes suisses et même d'invalides. Et à l'intérieur, il n'existait que 7 prisonniers. Donc, les 551 personnes décorées de l'ordre de la Révolution pour avoir pris la Bastille d'assaut n'y avaient pas risqué grand-chose finalement. Le malheureux marquis de Launay sera traîné par le peuple, tué,
sinon assassinés, et ensuite par un boucher qui savait bien manier les viandes, découpées en morceaux. Oh là là. C'était le début de la liberté. Ça se Voilà fête. le symbole. Ça se fête. Oui, le début de la liberté qui commence par le couteau. Par le couteau. Gérard, ça se fête comment le 14 juillet en France? Ah, c'est une fête populaire que nous connaissons ici et qui est semblable à celle que l'on peut rencontrer ici de la même façon. Ce sont des bals, toutes les fêtes populaires sont les mêmes, que ce soit les fêtes de la Saint-Jean, que ce soit le 14 juillet ou toute autre fête. C'est l'enjouement collectif, c'est la joie pour tout le monde. C'est le J'imagine bonheur. qu'on y joue à la pétanque. Ah oui, entre autres. Et bien, c'est le cas ici aussi d'ailleurs. On va aller faire un petit tour du côté des joueurs de pétanque. Merci Gérard Bonneau. C'est pas comme les poireaux, ça. Il y a 3 points, il y a 3 points. 3 pour André. Il y en a 3 là. 3 points pour On André. va pas changer de place et on repart. Bon, alors Allez, cheval couché à différents, qui a fait le point? J'ai quelque chose qui m'a échappé. C'est l'équipe d'André avec son fils Jean-Christophe qui ont réussi. Évidemment, on a mal joué. Ils ont joué mieux que nous, on a mal joué, mais ils ont rentré les 3 boules, étaient le plus près du cochonnet. Jean-Claude, c'est vrai que les champions de pétanque, des grands champions mondiaux de pétanque à Québec. Non, pas mondial. Il se fait les championnats mondiaux et puis on a une équipe des Québécois en plus, la famille Sylvestre, qui figure assez bien tous les ans au championnat du monde et qui a failli, à mon avis, être champion du monde à Québec il y a 2 ans. C'est quoi exactement, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, c'est quoi le plaisir de la pétanque? Disons, c'est un sport de plein air d'abord, d'une part, quoique au Québec, on le joue assez souvent pas l'hiver, mal, hein? évidemment. C'est très bien, c'est une très belle... Bravo, William. C'est un sport de plein air, c'est un sport de famille en plus, c'est un sport qui au niveau des coûts est vraiment très abordable, parce qu'une paire de boules aujourd'hui c'est vraiment très abordable. Ça se joue sur tous les terrains, dans n'importe quelle circonstance. Et puis il y a autour de la pétanque un petit folklore. Parlez-nous-en de ce petit folklore. Oh, il y a le folklore, il y a le fait... Il y a 3 manières de jouer à la pétanque. Alors, soit quand on est fort à la pétanque, c'est un des facteurs, il y a la chance et puis il y a ce qu'on appelle la chanson. Alors, on gagne souvent des parties avec la chanson, c'est-à-dire qu'on arrive à force de paroles, particulièrement dans le Midi puis en France, arriver à rendre C'est un jeu du Midi, il faut le dire. C'est un jeu du Midi, originaire du Midi. D'ailleurs, le mot pétanque vient du provençal pétanca, qui veut dire pied tanqué, qui veut dire autrement dit pieds joints, et il faut jouer les pieds joints. C'est un règlement qui tend à se perdre parce qu'aujourd'hui les gens jouent les pieds écartés, mais normalement la pétanque se joue talons joints. Et en fait, c'est un sport. C'est un sport parce qu'en fait, c'est fatigant. Ça ressemble à rien, mais toute une journée à se lever, se relever, jouer C'est les boules. vrai, ça. Oh, ça peut être fatigant. On a beaucoup de réconfortants. C'est comme au golf, au 19e tour, on récupère. Oui, le réconfortant, je vois ça, il y a des verres un petit peu partout. Jean-Claude, ben, mon Dieu, je vous laisse Mais ça continuer à jouer. vient à moi de jouer. Oui, et puis... Il faut que j'intervienne très vite. Vous avez beaucoup de réconfortants, mais il vous manque quelque chose quand même. Je voulais apporter. Regardez ce que je vous ai apporté. C'est capital d'avoir Ah un oui, saucisson, Entre 2 boules. un pain baguette Entre deux pour vous boules. soutenir pendant Non, que vous jouez. il manque vraiment quelque chose. Ben, il y en a, je pense que quelqu'un l'a grignoté un petit peu. Il manque quoi? Le verre de rouge. Voilà. Puis vous savez d'où ça vient tout ça? J'ai pris ça chez des compatriotes à vous, à la boucherie Picardie et à la boulangerie Gerbe d'Or, où on se rend d'ailleurs tout de suite pour voir comment on fait la bonne charcuterie et le bon pain français à Québec. Merci Jean-Claude, bonne chance dans votre partie. Monsieur Tailleux, ça fait un petit moment que la boucherie Picardie s'est installée ici à Québec, une boucherie typiquement française. Ça fait 7 ans qu'on a une opération à Québec. Ça fait 7 ans. On peut se poser la question, est-ce que c'est surtout des Français qui viennent acheter leur viande dans une boucherie française? Disons que la proportion des Français, à peu près quoi? À peu près 30%, mais à peu près 70% de Québécois français, disons, principalement. Oh, ça, patron, c'est vous? Oui, c'est moi, monsieur. Moi, je viens pour vous montrer ça, là, parce que ma femme m'a acheté ça hier, là. Oui, c'est moi qui lui ai vendu sûrement. Oui, c'est vous. Elle m'a dit qu'elle a acheté ça pour un roast beef tendre. Ben oui, monsieur. Ben, regardez-le. Ici, là, votre roast beef. Regardez-le, vous appelez ça tendre, vous? Ben, monsieur. Ben oui, il est temps de mon roast beef. Comment il est tendre? Vous appelez ça tendre, vous? Vous l'avez même pas mis au four. Ben, pas besoin de le mettre au four pour voir qu'il est pas tendre, il me connaît, moi. Vous y connaissez? Ben, voyons. Ah oui, ça fait 25 ans que je vends de la viande, monsieur. C'est la première fois qu'on me ramène un roast beef. Ben, ce sera peut-être pas la dernière. Regardez ça. Comment regardez ça, monsieur? C'est un roast ce beef roast de beef quoi, là ça?
C'est un bif de quoi, Alors, ça? C'est on quoi va- comme viande, ça, là? Dans quel métier que vous êtes, vous, Je veux monsieur? dire, c'est du Hein? chien, ça. C'est du chien. Non, monsieur, c'est du bœuf. De même marque pas bon. rouge, numéro 1. Allez, parlez-moi Vu? gentiment, parce que vous pensez... Vous allez Bon, voir ben comment- laissez-le, le roast beef ici, là, je vais vous rembourser, puis ça s'arrête Je là. veux pas que vous me Vu? remboursiez, vous Oui, me donnez monsieur. deux comme ça. Mais là, vous prenez-vous pour un con, là, non? Ça voudrait Ça deux. commence à bien faire, là. J'en veux deux. Deux? Bon, je vais vous en donner deux, monsieur. Évidemment, c'est une Prépare-moi-le, blague. Michel, je viens de le chercher tout à l'heure. D'accord. Merci. On livre pas. C'est évidemment une blague parce que vous êtes très amis. Oui. Mais c'est un peu une image qu'on se fait des Français un peu râleurs. C'est pas vrai qu'ils sont, Ben, ils sont disons, tous râleurs comme ça. Il y en a quand même quelques-uns. C'est quand même pas la majorité, disons, mais dans l'ensemble, on en frappe de temps en temps. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez un peu comme ça? Non, non, quand même pas. Non. On peut quand même s'expliquer plus correctement et puis on peut s'expliquer quand même d'une autre manière. Non, il y a autre chose à faire quand même que d'envoyer les clients Les promener Québécois comme ça n'ont pas tout constamment. à fait nécessairement la même attitude, je pense, Non, que disons, les Français quand ils sont le- mécontents. Non, le Québécois, lui, va peut-être rouspéter quand même beaucoup moins, mais malheureusement, des fois, on ne le reverra pas. Oui. Alors, Bon, c'est j'aime- c'est Ben, très important. en fin de la compte, qualité j'aime de vie. mieux. Comme il y a quelque chose qui ne va pas, j'aime mieux au moins le savoir. On peut toujours y remédier. Hein, on n'est pas parfait. Monsieur Tailleux, dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement la coupe française? Il faut comprendre quoi? Ben, la coupe française, par rapport à la coupe nord-américaine ici, là, au Canada, aux États-Unis principalement, toute la viande est complètement désossée, dénervée, dégraissée. Tout au moins dans une bonne partie de la coupe, tout au moins. Naturellement, vous voyez ici, mettons, une épaule d'agneau, ici, vous voyez, qui est complètement désossée On ici. dirait un canard. Oui, ça, c'est fait exprès, ça s'appelle une épaule d'agneau en canard. Oui. Et vous, c'est de l'agneau frais du Canada, ça. On a toutes les semaines ici, là. Entièrement désossé, dénervé, dégraissé. La personne qui le fait cuire n'a plus qu'à faire des tranches correctes dedans d'un bout à l'autre, aucun problème. Alors finalement, il n'y a aucune perte Ben, pour dans ainsi dire, la coupe française. non, de la façon qu'on vous le vend, il y a quand même beaucoup moins de pertes qu'en coupe canadienne. Où vous allez retrouver avec les os, avec le gras, avec des parties où vous n'arriverez même pas à faire une tranche correctement. Que chez vous, si on vous vend, supposons ici, un roast beef, comme celui-ci qui est pris dans le milieu de la pointe de surlonge, voyez-vous ici, la personne n'a qu'à le faire cuire, avec un temps de cuisson un peu moins qu'avec les os, disons. Mais là, elle sort des tranches correctement. On peut présenter ça sur une table, c'est quand même de la Mais il me semble que de plus en plus, on retrouve des roast beef présentés comme ça et que c'est pas nécessairement dans des boucheries françaises. Non, disons, depuis quand même quelques années, disons, les boucheries canadiennes ont voulu quand même s'adapter un petit peu, voyant qu'il y avait quand même quelques boucheries françaises, disons, ont voulu adapter un peu une simili-coupe, disons, et dans quelques parties de bœuf, ils nous sortent des roast beef français, qu'on appelle des petits français, comme les Canadiens appellent, disons. Mais c'est pas toujours une réussite, c'est ça le problème, c'est parce que souvent ces roast beef-là sont passés sous une machine à attendrir. Ouais. Je pense que pour devenir boucher en France, c'est un apprentissage très long. C'est Ben, vraiment là-bas, une spécialité. oui, là-bas, quand vous commencez dans ce métier-là, c'est 3-4 ans d'apprentissage et encore, vous ne savez pas tout. Ouais. Il faut C'est un métier beaucoup voyager. plus complexe qu'on pourrait le croire. Oui, oui, c'est quand même au beaucoup premier plus abord. complexe. Et puis surtout, en plus, si vous faites la charcuterie, alors là, c'est encore un autre domaine encore plus Et complexe. ici, vous avez votre spécialiste en charcuterie Oui, qui oui, vous prépare ici, des choses ici, magnifiques. J'ai un Lyonnais là, qui me prépare presque toute notre charcuterie est faite ici à la maison. Est-ce que c'est surtout les Français qui achètent la charcuterie? J'ai l'impression qu'ici, on n'a pas une tradition Ben, très disons, développée à ce niveau-là. Oui, les Français viennent pas mal pour la charcuterie, disons, mais les Québécois que j'ai dans la clientèle ici, c'est souvent même des gens qui ont beaucoup vécu en Europe, qui ont visité l'Europe, qui ont été un peu dans le monde quand même, disons. Ils essayent de retrouver quand même certains éléments qu'ils ont trouvés là-bas sur place pendant quelques années, des fois. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites et que nous, on ne connaît pas? Je regarde l'andouille de vie. Oui, Vraiment, je ne sais pas du ça, tout c'est ce que vraiment c'est. une spécialité française. Oui. Ça, c'est une spécialité qui se fait à Vire, c'est une ville du Calvados, là, où ça, c'est une sorte de saucisson, si on veut, mais où tous les ingrédients qui rentrent dans la composition de ce saucisson-là, ce sont tout l'intestin du porc. Ouais. Et c'est bon. C'est très bon, Oui. c'est très bon, mais ça, c'est une spécialité qu'il faut connaître. On n'arrive pas à faire manger ça à tout le monde. Et vous avez des andouillettes aussi. Oui, les andouillettes, ça, c'est une... la base est la même, sauf que les andouillettes, on les fait rôtir à la poêle comme une saucisse, et l'andouille, elle se mange froide. Oui. Est-ce que les Québécois ont une tendance à essayer des nouvelles choses comme ça? Est-ce que vous leur proposez Oui, des oui, recettes? disons quand même, on arrive quand même, depuis, il faut l'avouer, depuis une vingtaine d'années, il y a quand même eu pas mal de progrès de fait dans ce domaine-là ici, disons. Nos habitudes alimentaires sont en train de changer un peu grâce à vous, les c'est Français. encore dur quand même, mais disons, ça vient tranquillement quand même. Surtout dans la charcuterie et les fromages, ça s'est très développé là, depuis une quinzaine d'années. Oui, parce que vous avez un choix de fromage extraordinaire ici. Oui, dans les fromages, on peut se permettre de dire qu'en temps normal, on n'a pas loin d'une centaine de sortes de fromages.
Et là-dessus, il y a au moins 80 fromages importés. C'est presque de France, hein. Oui. Parce Quand que il y a moi, je quelques travaille- années, on mangeait quoi? 3 ou 4 sortes de Oui, fromage seulement? dans le temps, c'était le Oka, c'était le Canadien doux, le Canadien fort, disons le Brie, le Saint-Lambert, le Camembert, Saint-Paulin. Là, maintenant, on est rendu quand même avec 5-6 sortes de chèvres que j'ai ici. Il y a quand même pas mal de fromages régionaux même. Il y a très peu de magasins qui tiennent en ville ici, comme la semaine Croyez-vous dernière. qu'on peut dire que c'est un apport des Français à Ben, la vie quotidienne disons, des Québécois? Plus ou moins, oui, quand même. Il y a quand même beaucoup de gens, quand même, principalement au moment des fêtes, quand même, qui essayent quand même de sortir un peu du chemin battu, disons. Ils essayent de... Dans la volaille en particulier, Oui, je mais pense. dans la volaille, ici, là, alors là, pour ainsi dire, le seul à vendre un certain nombre de volailles élevées au grain exclusivement, telles que les cailles, les faisans, les pintades, même les perdrix à l'automne. Attention aux perdrix d'élevage. Hein. Oui, oui. Pas confondre Parce que c'est avec la interdit de perdrix. vendre la perdrix, Non, bien le sûr. seul animal sauvage qu'on a le droit de vendre ici, c'est le lièvre. On a des oies, on a du canard, et même du canard sauvage élevé. Il n'existait quand même pas il y a quelques années en arrière. Ça nous met en appétit. Je pense que je vais faire un petit marché, M. Tailleux. Merci. Charcuterie. Et on s'est dit, c'est capital d'avoir du bon pain français avec ces petites charcuteries. Ça, vous l'avez raison. En venant de Gerbe d'Or, vous êtes sûr d'être servi. Le pain est 100%. Ah, il est très beau, ça sent vraiment très bon. Bon, ça, vous pouvez être tranquille. Monsieur Loiseau, qu'est-ce que c'est exactement les caractéristiques d'un pain français? Ah, voilà, nous y arrivons. Alors, le pain français est cuit sur la sole. La sole, c'est ce que vous voyez, les briquetages, là, vous voyez? C'est la brique. C'est la brique. Ça s'appelle la sole. Et ça donne quoi comme vertu au pain d'être cuit là-dessus? La meilleure des choses, voyez-vous, c'est que le pain cuit sur la sole est meilleur que le pain qui est cuit sur les tôles. Le pain canadien se trouve avec la seule différence, c'est que vous voyez, les tôles là, on est obligé là, parce qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de travailler là-dedans. Vous avez vu les petits pains qui ont des fesses là, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est cuit sur la tôle. Alors ça, c'est cuit par la tôle, on ne peut pas les faire séparément parce que ça s'écarte. Alors ensuite, vous avez certains pains, comme vous avez mangé tout à l'heure. Ah, il était très bon d'ailleurs. Parlez-nous-en. Bon, alors ça aussi, c'est cuit sur la sole. Parce que voyez-vous, c'est des petits pains briochés, enfin, évidemment... Et ça donne quoi, finalement? Ça donne le croquant du pain français? Voilà, justement. Alors, le pain dont nous parlions tout à l'heure, le pain cuit sur la sole, lui donne l'avantage, c'est que le pain sur la sole est cuit. Alors que sur la tôle, il est moins cuit. Ah, d'accord. Le pain brioché sur la tôle, c'est parfait. La pâtisserie emploie les tôles pour mettre leur gâteau. Et bien sûr, c'est du pain à l'eau. Ah, toujours. On met pas de lait dedans. Non. Le lait, c'est pour les enfants. Et vous mettez quoi d'autre, bien sûr? Des farines un peu spéciales. Qu'est-ce que c'est la différence avec vos farines et celles d'autres? Très rapide, rapido, et c'est la meilleure avec lesquelles on fait le meilleur pain. Est-ce que ça se compare vraiment, le pain que vous faites là, avec le pain qu'on retrouve en France? Non, parce qu'ici, nous avons une farine dure et que là-bas, c'est des farines tendres. La seule différence qu'il y a, évidemment. Alors finalement, vous avez dû adapter votre façon de procéder à ce qu'on trouve au pays, c'est ça? Évidemment, il a fallu trouver le procédé. Ce procédé, nous l'avons trouvé et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons une bonne clientèle qui savoure notre pain et puis que j'aime bien moi-même. Mais Monsieur Loiseau, en France, on va chercher son pain tous les matins. Ici, il se conserve moins bien. Est-ce que vous avez dû ajouter des produits pour qu'il se conserve plus longtemps ou quoi? Non, pas précisément. Non, c'est la farine que nous avons ici et se conserve pendant... On peut les conserver dans les frigidaires pendant 3 semaines, même 1 mois, même 2 mois, même 3 mois. Mais alors, ça veut dire qu'on le fait pas. On le fait vraiment pas comme en France. Parce que, évidemment, pour des raisons de climat, on va pas se déplacer ici tous les jours, aller chercher son pain. Voyez-vous, moi, à Paris, n'est-ce pas, évidemment, on allait chercher notre pain. Et évidemment, il était croustillant, il était bon. C'était des petites ficelles, comme vous avez vu, qui sortaient tout à l'heure du four. Et ce pain-là, évidemment, c'est un pain croustillant où on fait des bons sandwichs avec du jambon, etc., ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, ça, c'est évidemment, parce que nous, c'est du pain, voyez-vous, du pain de la consommation courante. On a le gros pain, le pain de ménage, on a la baguette, on a 5 sortes de pain, le chinois, le belge, le français, le canadien
Même, je dirais, même du grec. Et tout le monde vient acheter du pain ici. Il n'y a pas seulement des Français, évidemment. Là, vous avez une vaste clientèle. Oui, évidemment, la clientèle qui vient ici, c'est qu'ils veulent du pain frais. Bien sûr. C'est normal. Et je pense bien que le bon pain, c'est un secret de votre longévité, Monsieur Loiseau. Voilà, Parce que vous en mangez beaucoup. Ah, moi, j'en mange beaucoup. J'aime bien mon pain. Alors, un bon pain, ça garde en santé très, très longtemps. Voyez-vous, Ça ne fait pas grossir non plus. comme nous disions tout à l'heure, puisque nous revenons à cette question de tôle, le pain qui est cuit sur une tôle n'a pas de sol. C'est du pain qui fait grossir. Alors que moi, vous voyez, moi... hein, Vous êtes tout mince, tout beau. Malgré ma douzaine par jour, hein, je suis pas obèse. Merci, Monsieur Loiseau. Nous avons ouvert ce restaurant en pensant d'abord à l'ambiance d'une salle, une ambiance vieille France, qui pour nous devait se faire à Québec, puisqu'à l'époque, en 66, ça n'existait pas. Alors nous avons ouvert un restaurant avant tout dans un cadre français et joint à une technique de cuisine et joint à une ambiance typiquement française. Oui, tandis que moi, j'ai pas... Oui, l'ambiance, oui, mais moi, j'ai pas recherché l'ambiance tellement française, en fin de compte, puisque le décor de mon établissement est typiquement québécois. Alors, c'est peut-être un peu la différence, puisque je demeure quand même dans une maison de 250 ans l'année prochaine. Et vraiment, le décor est québécois, avec de la Catalogne, tout ça. J'adore ça, de toute façon, c'est formidable. Alors, j'en profite. Je pense une évolution un peu des restaurants français à Québec, une intégration dans le milieu peut-être. Oui, Oui, absolument, je le penserais. Je crois, moi, ce qui permet, Hervé, si on parle un peu d'historique de cuisine, là où les grandes traditions françaises se sont arrêtées, avec la grande cuisine qui suivait des traditions dans lesquelles elles s'encrassaient un peu, comme on retrouve, tel que Grimaud veut les préconiser, à l'encontre de Brillat-Savarin, qui, avec le début du 19e siècle, a fait une cuisine un peu en fonction des nouveaux produits que l'on pouvait acquérir dans ce contexte économique qui offrait tout avec la révolution industrielle. On a obtenu, comme le confirme Bocuse et puis d'autres cuisiniers français, une sorte de liberté créative. Alors cette liberté et cette simplicité surtout que l'on va rechercher dans la cuisine permet d'utiliser à bon escient l'ensemble des produits du Québec pour créer finalement ce que nous appelons, ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'industrie hôtelière québécoise. Et des gens comme Louis-Philippe Plamondon du manoir Saint-Castin ou Georges Gessel qui ont fondé, à qui nous devons le château Frontenac, sont des gens qui ont permis cette ouverture et même actuellement, si nous avons la Bastille, on la doit aussi en grande partie à Louis-Philippe Plamondon qui nous donne tous les conseils culinaires et hôteliers qui s'inscrivent dans le contexte de l'ambiance québécoise telle que l'a signalé Hervé tout à l'heure. Oui, c'est ça, et c'est ce qui est important, je pense, parce que l'image française du restaurant, oui, d'accord, je suis bien d'accord avec ça. Je n'ai pas l'intention de renier mes origines non plus. Je veux dire, mais j'aime bien le Québec. Quand on est français. C'est bien normal, de toute façon. Mais je pense que le fait de marier, on vit à Québec. Alors, restaurant français, pour moi, c'est un grand mot, parce que la restauration a évolué dans les dernières années d'une façon effarante. Et puis, tant mieux d'ailleurs pour la corporation. Mais je crois qu'on a réussi à faire un petit quelque chose à nous, vraiment, à Québec. Parce que les gens viennent de partout. Même vous avez des Européens qui viennent en vacances et qui disent, on se fait une autre idée de l'Amérique du Nord, parce que Québec, c'est quand même l'Amérique du Nord pour les Européens qui viennent en vacances. Et puis, ils s'attendent peut-être à manger des hot dogs, des hamburgers. Puis quand ils viennent à Québec, ils s'aperçoivent qu'il y a des bons restaurants. Il y a des bons restaurants. Justement, qui est chef cuisinier, est-ce que vous tentez dans votre cuisine d'adapter des produits locaux, des produits de chez nous à la cuisine française, à prêter à la française? Là-dessus, j'essaie de faire mon possible, de faire une cuisine avec les produits qui sont cultivés au Québec. D'ailleurs, il y a un monsieur qui est cultivateur aussi, qui va en parler. Mais justement, on parlait d'une tomate qu'ici, personne ne veut employer seulement en conserve. Et pourtant, c'est une tomate qui est très bonne,
la pendelotte, une tomate qui est forme allongée. La pendelotte. Pendelotte. Enfin, moi je suis marseillais et justement je vous dirais que cette tomate elle est du midi de la France. Et ici justement on la trouve. Italienne, oui aussi. Mais moi je suis plutôt marseillais. Alors dans cette région-là, on va pas se discuter là-dessus. Et on la trouve ici justement au Canada. Alors je me demande Les gens n'ont pas encore pris l'habitude, je pense. les gens ne l'emploient pas dans la cuisine. Pourtant, c'est une tomate qui est ferme, qui est bonne, on peut faire une très bonne cuisine avec cette tomate. Il faudrait suggérer à Monique et à André de peut-être cultiver la pendelotte, comme vous dites. Mais justement, on en a discuté, je crois que lui, peut-être, il c'est une sera... bonne idée, parce que là, André, vous nous amenez faire un petit tour chez vous, sur votre ferme? Ah oui, volontiers, volontiers. Parce que vous cultivez plein de choses. Je vous montrerai pas de pendelotte à ce moment-ci, mais je vous montrerai des radis toujours, c'est déjà quelque chose. Ah, ben alors on y va, André. Ils sont très très bons, ces radis. Ils sont spéciaux, c'est pas les radis qu'on voit, qu'on retrouve ici habituellement. Ah non. Hein, André, c'est... Non, ça c'est des radis. C'est connu au... Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On les retrouve dans les sachets de graines sous le nom de French Diner. Alors c'est des radis français. C'est ça, des radis français, mais j'ai toujours vu des radis, chez nous, on cultivait du radis, mais j'ai toujours vu du radis comme ça, à bout blanc et rose. On appelle ça des radis roses. Ils sont très très bons, ils sont sont aussi piquants que les nôtres finalement, mais ils sont plus tendres un petit peu. Mais parce que pour qu'ils soient tendres, il faut les récolter en dedans de 20 jours. Mm-hmm. Ceux qui sont à nos pieds là, ont déjà passé 20 jours. Si je vous fais manger un de ceux-là, il va être dur, il ne sera pas bon. Ah bon? Alors lorsque le radis a passé sa date, c'est désolant, mais cette parcelle-là, on l'enterre, puis on en sème d'autres. C'est toujours par rotation de 3. Il y en a un là-bas, un au milieu, un ici. Puis on alterne sans arrêt pour avoir du radis toute l'année. Est-ce que vous faites beaucoup de cultures françaises comme ça, ou si vous faites comme tous les cultivateurs des carottes, du navet, ou si vous avez des petites spécialités là? Oui, on a des spécialités. Lesquelles? En commençant par les radis. Oui. Nous avons de la laitue, Boston, un petit peu. Et on m'a dit que vous aviez une petite laitue spéciale qui s'appelle la mâche et qu'on ne connaît pas ici. Oui, on a commencé à en faire l'année passée. Et puis nous avons vendu ça au marché Sainte-Foy à Québec. Et puis il y a des gens qui ont été heureux de trouver ça. Et puis des gens qui ne connaissaient pas non plus. Alors on leur a expliqué la façon de... Est-ce que vous faites aussi... La façon de la mâcher. Ça goûte quoi? C'est un petit peu amer? Non, c'est doux. C'est très doux. D'ailleurs, c'est connu, son nom officiel, c'est la Manche, mais c'est connu sous le nom de doucette en France. Et on en trouve à l'état sauvage dans les vignes, surtout notamment dans le Midi. Est-ce que vous n'avez pas des difficultés à reproduire ici une culture un peu comme en France? C'est pas du tout le même climat, évidemment. En ce qui concerne tous les crucifères, tous les choux, toutes les salades, toutes ces choses-là, non, on n'a pas de difficulté. Là où on peut éprouver des difficultés, c'est si on veut faire des légumes chauds, comme l'aubergine, le piment. Dans la région de Sainte-Christine, on est tout de même tout près de Laurentides, là. Hein. Alors vous voyez, c'est une cuvette ici. Hein. On ne voit pas très bien. Aujourd'hui, on a du brouillard partout, puis c'est très bon pour nous, ça c'est formidable. Un petit peu de pluie aussi, oui, enfin. Enfin, oui, comme vous dites. Et alors ça, ce qui fait que nous avons des gelées d'automne qui viennent très tôt, fin août, début septembre. On a quelques bonnes gelées qui arrivent même parfois à geler le blé d'Inde. Alors il faut quand même se garder de faire des cultures qui ne réussissent pas à l'extérieur. Ou alors il faudrait les partir très très tôt sous des tunnels à l'extérieur, puis je ne suis pas équipé pour le moment pour faire ça. C'est pas un peu dur, parce que vous êtes tous les deux du midi de la France avec un climat en général superbe, c'est pas un peu dur de se retrouver ici à cultiver, puis les longs hivers québécois, ça vous fait pas peur? Non, absolument pas. Vous vous ennuyez pas Non, un peu de la Provence, du Sud? Ben oui. Vous savez, moi j'ai toujours fait la comparaison là. C'est pas parce qu'on se marie qu'on renie sa mère. Hein. Bon, moi, ma mère c'est la France, et puis ma femme c'est le Québec, vous voyez. André, avant de devenir maraîcher, vous avez fait beaucoup de choses et à un certain moment donné, vous avez choisi de vous installer ici en tant que maraîcher. Mais il y a eu des hésitations. Vous êtes retourné en France, dans le Midi, pour voir si ça vous tentait de vous réinstaller là-bas, puis vous avez choisi de revenir ici. Pourquoi? Bon, ça c'est vrai. Il y a 4 ans environ, ma situation professionnelle était délicate, disons. En ce sens que je pense que ça tenait surtout à mon âge. Il y a 4 ans, j'avais 44 ans, alors on estime dans certains milieux qu'à 44 ans, un homme n'est plus rentable, il ne rapporte plus rien. Il a de la difficulté à se trouver du travail. Nous avions des enfants
qui devaient également se brancher, comme on dit, choisir. Dire nous devenons, nous restons, nous partons, c'est à nous de décider. Alors je suis allé faire un petit tour en France, voir s'il était possible pour nous de se... Réintégrer d'une certaine manière. C'est ça, de se Ça réintégrer. faisait quand même 12 ans que vous étiez ici, 10-12 ans? Ça faisait 10 ans. Il y a 4 ans, ça faisait 9 ans. Et il fallait voir si on était capable encore de se réintégrer, de se réadapter au mode de vie français. On avait perdu tout contact en dehors des lettres familiales depuis 4 ans. Et j'ai refait le tour un peu. J'ai profité de l'occasion du salon de la machine agricole pour aller recontacter toutes mes anciennes connaissances, mes anciens employeurs, avec qui j'ai renoué de très bons contacts d'amitié, mais avec lesquels j'ai vu aussi qu'il y avait une certaine reculade. On disait, ah oui, bon, tu étais au Canada, c'est bien, c'est parfait, mais tu vois, nous maintenant, nous ici, là, alors, on sentait toujours cette prédominance qui signifie que tu as perdu le contact avec la France, tu n'es plus tout à fait français, tu étais étranger. Puis... Et en France, on ne peut pas se permettre d'être plus tout à fait français, c'est ça? Ça, c'est le piège du journaliste. Et je pense que le français a conservé un esprit, une mentalité très cocardière, très... On craignait peut-être que je revienne avec des idées nouvelles, des idées d'Amérique, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, là, j'ai surtout vu que c'était trop difficile pour se réadapter à la vie française. Telle qu'elle était, elle n'était plus comme je l'avais quittée. Puis il faut dire aussi que j'avais 10 ans de plus. Nous avions tous 10 ans de plus. Vous avez choisi de revenir ici, vous réinstaller pour de vrai cette fois. Oui, parce que à rentrer, nous aurions aimé peut-être faire ce que nous avons fait ici, nous installer sur une ferme. Et puis, nos moyens financiers ne permettaient pas ça. C'était impossible. C'est fou. Enfin, le prix que se payent les terres en France, surtout dans la région où je suis né, en Vaucluse, c'est épouvantable, quoi. Il ne faut même pas y penser. On se demande si les terres sont en or ou quoi. C'est pas pensable. Alors, nous avons décidé de rester ici. Puis, on en est très heureux. On se rend maintenant chez M. Jules Eckett, qui est président de la Société française ici à Québec. Et il habite tout à côté de Québec, dans un quartier résidentiel, dans une banlieue, où quand même il se permet des petites fantaisies de campagne. Monsieur Eckett, il me semble qu'il n'y a rien de plus français qu'un Français qui cultive de la vigne dans son pays d'adoption. Est-ce que vous comptez avoir une récolte de raisins éventuellement? Non, surtout pas cette année, parce que j'étais un peu très dur avec elle. Là, j'ai coupé un peu trop. Mais cette vigne vient de M. Bardou, d'un ancien président de la Société française. Il m'a donné absolument cette vigne. Il m'a dit, il faut vraiment la protéger. C'est pour ça qu'elle est là. Vous avez vraiment, je pense, vous particulièrement, le sens des traditions. Et je pense que vous vivez ici à Québec, passablement à la française aussi. Je suis sûre que vous avez une voiture française. Oui, exactement. Exactement. Oui, on conserve quand même ces habitudes françaises, tout en étant quand même au diapason du pays, parce qu'on ne veut pas faire vraiment des intouchables, au contraire. On participe avec les Québécois, mais on conserve nos petites habitudes. Je ne sais pas si elles sont bonnes, mais on conserve nos habitudes. Ici, dans le quartier où vous habitez, je pense que vous passez un petit peu pour un original. Je pense que vous avez des originalités de français. Peut-être, oui. Enfin, c'est pas très méchant. Si les voisins qui sont bien gentils, je les ennuie peut-être, au fait, parce qu'une fois, bien, est-ce que je peux me permettre d'expliquer? Mais je vous en prie. Bon, bien, alors, une fois, on m'avait fait un cadeau, là, un beau coq, un super coq. Alors, je l'avais mis en dessous, je voulais le manger justement pour le 14 juillet. Et malheureusement, le coq, le matin, il s'est mis à chanter. Alors, évidemment, les voisins n'ont pas aimé ça. Et la ville m'a interdit d'avoir des coqs. Mais, cependant, c'est si bon, un coq au vin, hein. Vous avez élevé des lapins aussi, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Oui, j'en ai eu un petit peu, mais à un moment, un petit peu plus. Mais c'est pour ça qu'on m'appelait dans le quartier Monsieur Lapin, les enfants que j'adore, là, du quartier m'appellent donc Monsieur Lapin, parce que ils venaient m'apporter, pas pour moi, pour les lapins, justement, des carottes. Alors, c'était même assez avantageux, puisque j'avais des paquets de carottes pratiquement tous les jours. Et les mamans n'aimaient pas tellement ça, parce que les enfants apportaient beaucoup trop de carottes. Oui, j'ai ces habitudes d'avoir des animaux comme ça, mais c'est pas vraiment... Il n'est pas question que j'ai une vache. Je le dis pour la mairie de Sainte-Foy, parce que je ne voudrais pas me faire passer pour un drôle de numéro quand même. Ces lapins, vous les destiniez bien sûr à la consommation. Parce oui, que oui. Tout pour la bouffe, les Français. Exactement, exactement. Un bon lapin au pruneau ou un lapin chasseur, là, c'est vraiment très bon.
Vous êtes aussi président de la Société française, qui est une très vieille société établie ici à Québec depuis très longtemps. C'est ça, ça fait 102 ans que ça existe. Oui. C'est passé, ça, disons, ça a commencé parce qu'il y avait un drame en France, dans un coin, dans le sud, je pense. Alors le représentant consulaire, parce qu'il n'y avait pas de consulat à ce moment-là, il avait demandé aux Français installés ici de donner un coup de main, et puis alors les gens ont donné de l'argent au consulat. Et de ce fait, ce monsieur a créé une société qui était, avant, on l'appelait Société française de bienfaisance, mais on a enlevé bienfaisance. On fait toujours ce travail-là, mais on a enlevé bienfaisance parce que ça faisait un petit peu, comme on dit ici au Québec, un peu cheap sur les bords, là. Et puis, mon Dieu, cette société, l'année passée, pour le centenaire, on a acheté un terrain. Nous avons un terrain sur la vieille route de Lens-au-Foulon. Nous sommes maintenant propriétaires. Mais dans la société, nous avons des Québécois qui sont membres avec nous, là. Mais... Est-ce qu'on peut dire que les Français ont vraiment besoin de se regrouper en association, en société, pour se voir entre eux? Voilà, c'est là la difficulté justement de l'existence de la société française, parce que le Français n'a pas besoin, c'est pas un besoin absolu, il a besoin d'aller prendre un pot avec un copain, continuer un peu le style en France, prendre un pastis le midi, mais ce qui est très dur pour la société, c'est ça, c'est que les enfants vont à l'école française, on parle tous les jours français ici, c'est pas comme en Allemagne ou aux États-Unis. Là, pour parler français, il faut se retrouver. Le besoin de regroupement est plus fort ailleurs qu'ici, bien sûr. Alors, le français aime bien la société française, je pense, et je l'espère. Je pense que... Vous faites des pique-niques ensemble, vous vous retrouvez pour jouer à la pétanque quand même. Exactement, oui, on conserve... C'est de la tradition, tout simplement. Et puis, quand on peut donner un coup de main à ceux qui ont des difficultés, c'est ça la société française. Mais oui, justement, vous parlez de pique-nique. Nous avons tous les ans notre pique-nique. Et, mon Dieu, on se retrouve sur un terrain qui est à Saint-Lambert, aux îles Chéronée, là. Et chacun apporte son saucisson, sa tranche de jambon, son verre de vin rouge, bien sûr. Certains arrivent avec leur béret, non? Leur boule de pétanque. Oui, les boules de pétanque, oui, absolument, ça, oui. Et puis... Les bérets, ça se porte plus? Il y en a peut-être un ou deux qui... Non... Il n'y en a plus tellement. C'est du folklore, ça. Mais dans cette journée-là, justement, après, on joue à la pétanque et puis on a toujours un petit air d'accordéon dans le coin. C'est sûrement très joyeux. Oui, oui. Et la fin d'après-midi est vraiment très... C'est vraiment très, très chaleureux. Oui, très chaleureux. Est-ce que, M. Paquette, est-ce que vos enfants sont éduqués à la française? Moi, je pense que je pourrais dire là-dessus qu'à la maison... On n'est pas exigeant, mais on aime bien, disons, encore ce vieux style que j'ai eu de mon père et de ma mère. Et on fait un peu attention à ça. Mais il est évident que lorsqu'ils sont ensemble, mes deux fils, ou lorsqu'ils sont avec des copains, c'est vraiment des Québécois, ça. D'ailleurs, je pense que si vous avez l'occasion de les rencontrer, vous allez voir que c'est vraiment des petits Québécois. Alors... On boit, en attendant que la vigne donne des raisins, on boit à votre santé. Merci. Valérie, est-ce que c'est vrai ce qu'on s'imagine que les parents français sont plus sévères un petit peu que les parents québécois? Si je compare avec mes amis, ils sont un peu plus sévères que les parents de mes amis québécois. C'est comme je peux sortir, il faut que je rentre plus tôt que mes amis québécois. Est-ce que ça cause des petits problèmes, des petits conflits? Souvent, mes parents, ils ont gardé la mentalité française. Puis moi, j'ai eu la mentalité québécoise. Je voulais rentrer plus tard. Mes parents, ils préfèrent pas. Est-ce que vous vous sentez encore, est-ce que vous sentez des racines françaises? Non, pas moi, parce que moi, je suis arrivé au Canada, j'avais 9 mois, puis là, j'ai pris l'habitude des Québécois. C'est ça. Là, j'ai perdu mon accent français. Puis... Est-ce que les parents sont pas justement très sévères sur le langage avec les enfants? William, est-ce que tu te fais reprendre souvent? Non, parce que ils me comprennent parce que je suis née au Canada, puis si je me
modifie mon accent, ça va être dur pour moi. Est-ce que dans vos rêves, vous avez envie d'aller visiter la France? Est-ce que vous y allez d'ailleurs? Est-ce que vos parents vous amènent? Je suis allé plusieurs fois en France, mais souvent j'ai envie d'y aller, mais je me sens mieux ici que là-bas. C'est sûr que là-bas, souvent ça me tente d'aller là. Vous avez l'impression que vous allez faire votre vie ici? William, est-ce que toi ça te tente de rester tout le temps ici ou d'aller ailleurs à un moment donné? J'aimerais bien visiter d'autres pays, mais mon pays natal, ça va être ici, puis je vais rester ici. Toi, Jean-Christophe? Moi, je vais rester au Canada, mais quelquefois, je vais aller faire des tours en France. Est-ce que vous pratiquez des sports français? William, je sais que ton père est un grand joueur de pétanque. Est-ce que toi, tu joues à la pétanque? Oui. Je joue aussi au hockey. Bien sûr. Vous jouez tous à la pétanque? Oui. Ben, oui. Moi, je joue, mais pas souvent. Et au soccer? Oui. Oui. Alors finalement, vous êtes très heureux ici, puis vous n'avez pas nécessairement envie d'aller vivre ailleurs, c'est ça? C'est ça. Monsieur et Madame Ribaud, vous êtes ici, vous êtes le doyen de la colonie française, vous êtes ici depuis 52 ans. Avez-vous l'impression que l'éducation a évolué un peu? Ici au Canada? Oui. Oh, ben oui, oui. Oh, oui. Mais je trouve Est-ce que les parents français sont plus permissifs qu'ils l'étaient il y a 50 ans? Il faut bien. Il faut bien, n'est-ce pas, si vous voulez. On n'est plus de même âge, alors il faut qu'ils suivent le courant. Je trouve que les jeunes font leur vie. Moi, je trouve qu'ils sont très bien. Est-ce que ça a passé vite pour vous, 52 ans au Québec? Ah oui, parce qu'on est très heureux ici au Canada. Très heureux, alors très bien. Ça, forcément, on n'a jamais eu d'ennui. Jamais. On a eu que des sympathies de tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous le plus beau souvenir, le plus beau moment de votre vie chez nous? Chez vous, en fait. Eh bien, parce que maintenant, vous êtes chez vous, ça fait longtemps que vous vous sentez québécois. Je crois pouvoir dire que nous sommes restés 20 ans à Chicoutimi et réellement, on gardera un souvenir permanent de notre séjour cette là-bas. année, là, c'était vraiment... Les gens étaient tellement sympathiques, vous savez, on n'était pas nombreux. Il y avait 4 familles françaises, alors franchement, on n'avait que de la sympathie pour nous, la gentillesse. Mais on s'occupait de nos affaires et pas des leurs, surtout. On ne se mêlait pas de leurs idées, ni critiquait. Et puis chez nous, c'est ça, chez nous, c'est pas comme ça, ici, c'est pas comme ça. Alors moi, je leur disais, écoutez, ici, c'est pas chez vous. Alors si vous n'êtes pas content, faites votre taquet. Moi, si je ne m'étais pas pris ici, il y a longtemps que je serais partie. Alors faites, n'est-ce pas? C'est comme ça a toujours bien été. Ici à Québec, on n'a jamais eu d'ennui avec personne non plus. Et puis nos enfants sont ici, et puis notre fille a été élevée ici, et nous sommes retournés en France, et puis avec l'intention d'y rester. Et elle a dit non, je retourne au Canada, parce que au Canada, quand je vais rentrer, on va me dire bonjour, on va me dire, le chauffeur de taxi va venir ouvrir ma porte, va me dire bonjour Madame Dumais, avez-vous fait un bon voyage? Déjà, elle dit ça, c'est de l'amitié. C'est vrai ce que je vous raconte, il n'y a pas des histoires. Oh, je vous crois tout à fait. Monsieur et Madame Ribaud, merci beaucoup d'être venus participer à la fête et j'espère que vous allez rester avec nous longtemps encore. Je vous remercie, d'accord. Bien gentil. Les Français nous ont apporté beaucoup de choses dans des domaines qu'on connaît bien, la gastronomie, les arts, et il semble qu'ils sont sur le point de nous apporter aussi des choses dans le monde de l'artisanat et des métiers d'art. On en parle avec Madame Anne Poussard et Daniel Gouffet. Madame Poussard, c'est au Québec que vous avez décidé de vous lancer dans l'artisanat et vous avez choisi le tissage. Vous en faisiez pas du tout en France? Non, du tout, non. Je faisais simplement de la couture, comme bien des mamans font pour leurs petits-enfants. Et puis c'est en arrivant ici que j'ai trouvé extraordinaire la survivance du tissage, surtout dans nos premières promenades à l'île d'Orléans. Et je me suis bien promis que quand je pourrais, j'apprendrais. Et puis ça a pris un petit moment. Parce que en France, c'est un métier d'art qui a peut-être moins survécu qu'ici, non? Oui, mais ce qui était beau ici, c'est que justement, c'était pas un métier d'art, c'était un métier. C'était un métier tout seul dans sa grande tradition de tissage. Parce que le métier d'art, c'est bien beau, mais fondamentalement, quelqu'un qui exerce son métier, c'est aussi beau qu'un métier d'art. Je pense, Mme Poussard, que ça vous importe beaucoup de ne pas travailler isolé. Vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans le même secteur que vous. Oui, c'est très motivant, bien sûr. Puis à ce sujet-là,
mes débuts dans le tissage, vraiment le tissage un peu plus important, là, ont coïncidé avec la formation de la Corporation des artisans. Vous y avez participé d'ailleurs. Oui, j'en ai fait partie tout de suite, mais je n'ai pas fait partie du premier salon. Parce que je n'avais pas cette chose. Vous savez, ça s'est mis en route en octobre 73, mais c'est assez extraordinaire et c'est curieux qu'à titre de français, aujourd'hui, je suis avec Daniel et nous sommes tous les deux de la corporation. Parce que si c'est le Québec qui vous a mené vers l'artisanat, Daniel, lui, c'est la France qui l'a mené au Québec pour enseigner finalement, comment on appelle ça? La forge? La forge d'art, on lui a donné beaucoup de noms. On peut dire que c'est la forge de ville dans la tradition française. Et ici au Québec, on travaille à la forge à Picasso dans la même tradition que ce qu'on travaillait lorsqu'on était en France. Et surtout à Québec, on a une grande clientèle qui apprécie justement de retrouver des objets faits là-bas, ou plutôt faits à la méthode d'en France. Et les Québécois aussi ont beaucoup aimé notre façon de travailler. Daniel, vous étiez venu pour l'enseigner, ce métier, puis vous avez choisi de rester. Pourquoi ça... Oui. C'est parce que vous sortiez finalement des sentiers battus ou c'est un métier qui est très reconnu en France et très peu ici? C'était pas facile de se faire connaître. Non, en France, j'avais appris mon métier et puis je l'avais enseigné et j'avais un peu la vocation d'enseigner le métier. Alors, c'est comme ça que je suis venu. On m'avait invité à venir. Je suis resté 1 an, 2 ans et puis j'ai décidé de rester. Daniel, vous avez, pour l'occasion, pour le 14 juillet, vous avez choisi de nous apporter une bataille de coqs gaulois. Est-ce que c'est des coqs gaulois? C'est un peu des coqs gaulois. C'est une tradition bien vieille en France de faire des coqs. Et ici, c'est très apprécié, je pense. Oui, c'est très apprécié. Ça rappelle l'histoire ancienne. On sait que ça vient de vieille France. C'est magnifique. Merci à vous deux. Je sais pas comment nos hommes s'arrangent. Tu veux dire que tu sais pas si nos hommes vont finir de construire le barbecue, bien s'ils vont grignoter puis jaser. Prends une bouchée, goûte à ça. Il est fort, celui-là? Pas du tout. Il n'y a rien de plus doux. Ah? Du petit Québec? Oui, c'est un fromage cheddar. C'est Kraft qui le fait. Il est doux. C'est pour ça que je l'achète. Un Tremblay, ça mange pas autre chose que du doux. Tu dois le savoir, t'en as marié toi aussi. Ah, pour ça, t'as bien raison. Ouais, il est bon, ton fromage, hein? Il est pas mal bon. En veux-tu donc? Ben, si tu me tords le bras... Puis, le barbecue? Oh, ça avance, ça avance! On dirait que ça mange plus que ça avance. Ah, il était pas mal bon, ton fromage, la petite belle-sœur. Louise, tu devrais en acheter de cette sorte-là. Tu veux dire celui-là? Ah, c'est en plein ça. Quand vous aurez fini de construire le barbecue, peut-être qu'il va en rester pour vous autres. Le petit Québec de Kraft, pour amadouer votre grand Québécois. Pensez-vous qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui me font peur? Non. Les problèmes, moi, je les règle à mesure qu'ils se présentent. C'est ça qui rend la vie plus intéressante, faire des efforts sur tous les fronts en même temps. Aujourd'hui, c'est pas possible de vivre à l'abri des problèmes. Faut faire des choix tout le temps. Il s'agit de faire le bon. Par exemple, la sauce à salade Miracle Whip, on l'a choisie une fois parce que quand on l'aime pour de bon. Voilà, ça se termine comme ça sur un air de Java. Et ici, à la Bastille, la fête continue. Et je suis persuadée que dans toutes les villes du Canada où il y a des Français, il y a la fête. Alors il suffit de trouver les Français et d'aller fêter le 14 juillet. Bon 14 juillet tout le monde. Attendez, ne partez pas. Je reviens.